Je terminais mes journées, par exemple, en allant couper du bois à la machette pour aller apporter des feuilles aux ours pour qu'ils puissent se faire un nid le soir, parce qu'eux, ils aiment bien se faire des nids dans la nature. Mais à 18 ans, t'es toute seule, il fait 100% d'humidité, t'as des moustiques, mais tu tapes des mains, tu tues 10 moustiques, tu vois. Donc c'est vraiment des conditions de travail. Mais j'ai continué, j'ai persévéré parce que je le faisais vraiment pour les ours. Et à la fin, je me suis dit, bon, bah, c'était dur, mais c'est ça que je veux faire parce que je me sentais utile. Pour moi, vraiment, les animaux, c'est les plus grandes victimes de notre société parce qu'ils ont rien demandé, tu vois. Je pense que le fait que je sois devenue végétarienne y est pour beaucoup aussi. Parce que j'ai commencé du coup 3 fois par jour à prendre des décisions qui vont dans le sens de l'action pour le bien-être animal en fait. Et donc en fait, je trouve que quand on croit en l'action individuelle aussi, on se sent capable de faire plein de choses. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. Depuis toute petite, Émilie Priou n'a qu'une idée en tête, protéger la faune sauvage. Ado, puis jeune adulte, elle part à Bornéo dans un centre de réhabilitation pour l'ours malais, en Malaisie dans un projet de sauvegarde des tortues marines ou encore en Tanzanie aux côtés des requins-baleines. Son constat ? Pas toujours facile de n'avoir que sa bonne volonté et son envie de faire bouger les choses pour trouver des projets. Elle a alors l'idée géniale de créer la plateforme Conservation Journey. Rencontre avec une jeune femme très déterminée et du coup très inspirante. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, dit un proverbe indien. Depuis le début de ce podcast, je rêve de transformer mon projet en forêt et je le fais avec l'ONG Graines de Vie et vos oreilles. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de leur programme Une forêt pour ma vie qui vous permet de compenser votre empreinte carbone en plantant des arbres. Graines de Vie propose de planter en votre nom 5760 arbres afin de compenser l'empreinte carbone de votre vie. Comment ça marche ? Un soutien étalé sur le long terme est franchement pas cher puisqu'un arbre ne coûte que 50 centimes grâce à leur approche que vous pouvez découvrir à l'épisode 2 de ce podcast. Ainsi, vous aurez planté votre forêt, mais également de l'espoir, du soutien aux communautés locales, de la solidarité, des abris pour la biodiversité et une belle dose d'inspiration pour que demain reste source d'émerveillement. Je vous mets un lien dans les notes pour découvrir ce projet en partenariat avec Storylifique. La prix Nobel de la paix Wangari Maathai a dit « Lorsque nous plantons des arbres, nous plantons les graines de la paix et de l'espoir ». Au vu de l'actualité, cela me parle énormément et j'espère que ça vous parlera aussi. Place à l'épisode. Bonjour Émilie Priou. Bonjour Anne B. Ça me fait très plaisir de t'avoir. C'est un vrai coup de foudre pour moi. Donc, c'est ça le plaisir quand on a son propre média, son propre podcast, c'est qu'on peut interviewer qui on veut, quand on veut. Et voilà, moi, j'ai tombé évidemment sur les réseaux sociaux, sur ton profil, sur un post qui a très très bien fonctionné, qu'on va écouter parce qu'il résume tout ton parcours de manière vraiment rigolote. Et voilà, on va l'écouter tout de suite. Et voilà, j'ai flashé complètement. Je me suis dit, ça, il faut qu'on se parle parce qu'il y a des belles aventures à la clé à proposer à mes auditeurs qui sont effectivement friands de nouvelles expériences. Et voilà, je trouve ton projet super intéressant et ça me fait très plaisir de le mettre en avant. On écoute tout de suite ce petit post ce petit reel qui a fait le buzz. Vous allez reconnaître dans ce qui suit le format de bref, mais pas la musique. Ben non, moi j'ai pas les droits. Alors j'ai essayé de vous trouver un petit rythme sympa qui va quand même rendre la même ambiance, mais je vous encourage surtout à aller voir le reel parce qu'il est super bien fait sur l'Instagram d'Émilie, dont vous trouverez le lien direct dans les notes de l'épisode. Allez, on écoute ça. Bref, je veux pas que les animaux disparaissent. Après le bac, j'ai aidé les ours victimes du trafic d'animaux dans la forêt tropicale en Indonésie. C'était dur, vraiment dur, mais je l'ai fait pour eux. Je me suis dit quand même que ce serait bien que j'ai des diplômes et que je comprenne ce que je veux protéger. Alors j'ai fait un bachelor de conservation de la faune en Angleterre. Là aussi c'était dur. Pas facile de se faire des potes dans un autre pays. Mais bon, c'est pas grave, parce que je le fais pour eux.
Et tous les étés, je partais en mission sur le terrain. Et ça, c'était vraiment cool. Mais bon, sauver une tortue, c'est cool, mais ça règle pas le problème à la sauce. Alors j'ai fait une formation de droit de l'animal et un master de politique environnementale. Et j'ai travaillé dans des grosses ONG à Paris, parce que je pensais que c'était ça, la solution. Mais là, c'était de la torture. Métro, boulot, dodo, bloqué derrière un ordi, avec trop d'idées dans la tête. Du coup, j'ai dit fuck, je vais faire mes bails. J'ai compris plus tard que ça, c'était de l'entrepreneuriat. J'ai d'abord fait un tour de France des assos pour faire des vidéos sur les différents métiers et parcours. C'était cool. Puis j'ai référencé plus de 800 associations dans le monde sur une carte. Comme ça, plus personne ne perd du temps à chercher des endroits où s'engager. Enfin, sauf moi. Et ça, je l'ai aussi fait pour vous aider, vous, à les aider eux. Parce que si tout le monde s'y met, eh ben, je crois bien qu'on va réussir à empêcher que les animaux disparaissent. Bref, je vous aide à aider les animaux. Voilà, juste génial. Et tout est dit au moins, je vais pas devoir te demander: «Tu peux te présenter s'il te plaît?» Voilà. C'est ça. C'est un super beau parcours et je crois que si j'ai voulu t'interviewer aussi, c'est parce que c'est ce que j'aurais voulu faire. Ça aurait été ton rêve alors. Ouais, vraiment, vraiment. J'en ai eu plusieurs, hein, quand j'étais petite, mais les animaux ont toujours été impliqués. J'ai toujours adoré ça et je ouais, il y a plusieurs stades, je trouve, quand tu aimes bien les animaux. C'est que d'abord, tu aimes bien Bambi, tu vois? Le truc, en fait, qui est complètement pas réaliste. Et après, tu commences à voir que, les animaux, il y en a qui sont méchants, qui mangent les autres et qui voilà. Et puis après, tu apprends à aimer la nature comme elle est et de voir que tout compte fait, même si on comprend pas pourquoi ça doit parfois être aussi cruel, tout est en équilibre et que quand nous, on ne se croit plus malin et qu'on veut, faire, notre justice à la sauce humaine, souvent on fait pire que mieux. Donc c'est intéressant et donc c'est tout des stades et donc au moment quand j'étais petite, du coup, je voulais faire vétérinaire, j'aimais tellement d'animaux et puis on m'a dit: «Oui, mais tu sais, tu vois que les animaux malades et mourants, quand tu es vétérinaire». J'ai dit: «Ah oui, c'est pas cool». Mais donc plus tard, des gens qui m'ont vraiment donné envie quelque part, je crois que c'est eux qui sont à la source de ce podcast, c'est Isabelle et Jean-François Lagros qui, sont 2 vétérinaires et qui ont justement décidé pendant tout un temps d'aller apporter leur force vive, version aventure, hein. Ils arrivent en moto partout, ils ont vécu des trucs mais juste incroyables. J'ai d'ailleurs fait plusieurs épisodes avec Jean-François parce qu'il a un vécu, de ouf avec, il est grand reporter maintenant pour, National Geographic, des choses comme ça et toujours avec les espèces, menacées et dans les coins reculés du monde et c'est vraiment passionnant. Et voilà, donc c'était dans un festival, de nature aventure, évidemment déjà et c'était il y a bien longtemps et puis il a encore fallu 10 ans pour que je puisse prendre le temps et l'idée de faire le podcast et puis voilà et donc te retrouver toi, je tu vraiment dans la lignée de ce qui m'a fait, tilter donc voir ton profil et t'inviter, c'était tout à fait, logique pour moi et je suis vraiment du coup très, très heureuse de discuter avec toi et de présenter ce que tu as, à proposer. Donc, Émilie, parle-moi un peu de tout le monde dit: «Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? C'est quoi le déclic?» Alors, c'est vrai que c'est un peu toujours la question. Oui, hein, Moi, je pense que ça a été, je me sens très originale, hein, j'avoue, non, mais parce que le déclic, c'est vrai qu'on se demande puisqu'on a envie de faire passer les autres gens, à leur déclic, en fait. On a envie d'embarquer plus de gens. Hem, je pense que c'est une certaine, sensibilité qui a été développée dès mon plus jeune âge puisque j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec ma famille et c'était souvent des voyages justement, aventure, nature, sauvage en fait. Hem et donc j'ai pu voir des animaux dans leur état naturel, assez jeune en fait. Hem et donc je pense que c'est une chance que j'ai pas tout de suite, captée et que plus tard, quand j'ai compris l'impact que les humains avaient en fait sur la planète, donc vers la fin du lycée en fait, je me suis dit: «Ah mais en fait tout ça, c'est pas acquis quoi. Ça disparaît sous nos yeux, ça souffre en fait» et j'ai ressenti vraiment, la souffrance des animaux et j'ai vraiment, donc en fait ça part de l'émerveillement de la nature, heu, vers l'urgence d'agir, parce que en fait, j'ai eu honte, donc toute mon envie d'action vient un peu d'un endroit, on va dire, sombre, d'émotions sombres, en fait, d'éco-anxiété, de honte de faire partie d'une espèce qui dégrade autant son environnement qui est absolument magnifique, heu, mais on peut le voir d'une autre manière et se dire que, bon, si j'ai cette rage, c'est aussi parce que de base, j'étais émerveillée, quoi. Et donc j'essaye de me rassurer aussi en le voyant comme ça, parce que je trouve ça plus beau. Et en fait, ouais, je me suis dit, quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas ne pas œuvrer pour cette cause».
C'était vraiment une évidence, ce qui est à la fois un soulagement quand tu es au lycée parce que tu sais où tu veux aller, mais ça veut pas dire que tu es sorti de l'auberge parce qu'en fait, c'est pas du tout un domaine, facile d'accès, commun, donc tu pas vraiment de cadre de référence, d'exemple dans l'entourage qui travaille là-dessus et cetera. Donc ce qui on y viendra, mais ce qui explique aussi tout ce que j'ai développé et il y a à la fois donc cet émerveillement, de la moi enfant, en fait et à la fois la femme qui commençait à prendre ses décisions pour elle-même. Je pense que le fait que je sois devenue végétarienne y est pour beaucoup aussi parce que, j'ai commencé du coup, 3 fois par jour à prendre des décisions qui vont dans le sens de l'action pour le bien-être animal, en fait. Heu et donc en fait, je trouve que quand on croit en l'action individuelle aussi, on se sent capable de faire plein de choses et je pense que c'est un peu tout ça qui a fait que je me retrouve là aujourd'hui. Bah, écoute, tout ça, ça me parle énormément, cette envie, parce que, voilà, moi, tu vois, le podcast, j'ai décidé ce qui m'a foutu le coup de pied au derrière, hein, pour être poli, c'est de voir ma forêt vraiment souffrir énormément. Enfin, ma forêt, c'est pas moi, je suis pas propriétaire, mais elle est juste derrière chez moi et je la regarde tous les matins en déjeunant et elle m'inspire terriblement et voilà, il faut pas 5 minutes pour que je sois dans le bois quand je suis chez moi à la campagne et c'est ma forêt magique, quoi, comme j'ai toujours dit depuis que je suis petite. Et il y a eu un été, où elle a terriblement souffert à cause du réchauffement climatique et elle jetait ses feuilles dès juillet. Ça veut dire que les arbres servent plus de donner à manger quelque part, qu'ils se mettent c'est comme s'ils se recroquevillaient, se mettaient en position fétale pour nous, quoi. Vraiment, ils attendent que ça passe parce qu'effectivement, ils évaporent trop avec, la chaleur et donc ils préfèrent jeter leurs feuilles et attendre une meilleure année. Mais c'est évidemment, c'est la porte ouverte à ils sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus de maladies et cetera. Il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés malades et ils en portent encore les cicatrices, je vais dire. On voit les conséquences encore maintenant. Et voilà, c'est que le début, quoi, hein, quand on sait que ça va être, de pire en pire et tu te dis: «Mais je veux pouvoir regarder mes filles dans les yeux. Je veux pouvoir leur dire que maman essaie de faire quelque chose» et c'est pour ça qu'elles sont dans le podcast et c'est pour ça que je l'ai fait en me disant: «J'ai envie vraiment que les gens, se reconnectent à la nature» et ça paraît très idiot, mais quelque part, on vit des vies qui sont pas les nôtres, qui sont pas des vies d'humains, qui sont des vies faites pour, une machine économique, pour, mais et on dit de plus en plus, on se compare des machines, j'ai buggé, j'ai machin, dans le vocabulaire, c'est rentré. Mais on est quand même fait pour avoir des rythmes saisonniers, bouger plus en été, se reposer plus en hiver et cetera et là, c'est 9-17, c'est tout le temps et c'est compliqué. Au début, tu te dis: «Mais c'est dingue, les écologistes, ils mélangent tout, hein, ils mélangent la l'égalité sociale avec la protection de la nature, avec qu'est-ce que ça a à voir?» Et puis plus tu rentres, plus tu dis que tout est lié et c'est un ancien de l'équipe Cousteau, Jean-François Sarano, je ne sais pas si tu le connais, si tu ne le connais pas, ouais, fonce, ben Je suis voilà. en train de lire un livre, sur les requins qu'il a écrit. Oui, c'est génial, hein. Il est formidable, donc ça, c'est mon invité préféré. J'avoue, je fais partie sur, de Longitude depuis que je l'ai entendu. Il m'a fait pleurer, mais de beauté, je vais dire. Tu à l'interview que j'ai eue avec lui, la première. Et voilà, c'est sur son livre qu'il faut que tu le lises, «Réconcilier l'homme avec la vie sauvage». C'est un dialogue extraordinaire, je viens de lui faire signer plusieurs exemplaires pour l'offrir à mes amis, quand j'ai des cadeaux à faire, c'est vraiment super et c'est quelqu'un qui est d'une richesse et il disait, «C'est important de recréer du lien, d'abord des gens entre eux et puis, d'abord avec soi, pardon et puis les gens entre eux et puis là, on sera en mesure, d'aider la nature». Et tu t'es dit effectivement, les gens sont tellement coupés de leurs propres besoins déjà physiologiques. Je te dis été, hiver, au besoin de dormir. Non, c'est 9-17 tous les jours, c'est pas normal. Je comprends qu'économiquement, l'économie en a besoin, mais c'est un peu est-ce qui doit s'adapter à qui, tu vois? Ouais. Et puis après, tout ça nous empêche de faire du lien. Les gens sont de plus en plus pressés, ont de plus en plus de choses à faire. Se réunir avec des amis, faut faire des doodles, enfin, c'est incroyable, hein. C'est parfois très, très compliqué. Le lien social qu'il y avait quand tu élèves des enfants, c'est pas encore ton cas, mais je te jure, à ce moment-là, tu te dis: «Waouh!» Avant, il dit: «Il faut un village pour éduquer un enfant». Ben là, tu l'as plus, tu es toute seule avec, à courir dans tous les sens, alors qu'avant, il y avait énormément de personnes aidantes. Quand on voit les villages africains, c'est clair qu'il y a des mamans qui ne savent même plus lesquelles sont elles ou pas, tellement ils vivent tous ensemble et c'est et puis, si on n'a plus ce temps pour réfléchir, ce temps pour faire, communauté, ce temps vraie communauté, hein, pas les communautés sur les réseaux, même si elles sont très chouettes, heureusement qu'elles existent, mais je veux dire les yeux dans les yeux, ah bah, tu te sens
tu pas vraiment en mesure d'agir, quoi. Donc tout ça, donc c'est chouette que tu aies ce truc en disant: «Bah, tiens, je fais mon truc, mais après je veux le partager, je veux donner». Voilà, c'est ça qui est important, c'est la transmission aussi. Toi, tu as galéré pour faire plein de choses, tu dis: «Tiens, c'est pas si facile de trouver ça, c'est pas» et si on veut être nombreux à le faire, bah, c'est bien de donner les outils. Donc j'ai trouvé ta démarche était très similaire quelque part à cette philosophie, que j'avais trouvée chez François Sarano et c'est chouette de transmettre, de t'aider à transmettre ça, modestement par ce petit podcast. Bah, oui, c'est sûr que moi, j'ai ressenti ce truc et je le dis souvent, aux gens que je rencontre un peu de ma communauté. Bon, effectivement, c'est une communauté en ligne, mais j'essaye justement de mettre des choses en place pour que les gens se sentent moins seuls. Parce que j'ai l'impression que, ou peut-être moins, aujourd'hui, mais en tout cas à mon époque, j'espère que plus les années passent, plus nous sommes nombreux à vouloir, travailler dans ce domaine, en fait. Mais je pense surtout qu'en fait, on est un peu dispatchés entre les groupes et donc c'est rare de se retrouver dans un groupe d'amis au lycée ou au collège, même à l'université, de gens qui aussi veulent s'engager pour la faune sauvage, les écosystèmes et cetera et donc on a tendance à se sentir seul alors qu'en fait on est hyper nombreux, mais je sais pas pour quelle raison on est dispatchés et donc j'essaye un peu de ouais, de fédérer les gens et de leur faciliter la tâche pour se rencontrer. Par exemple, avec, le forum Discord, j'invite les gens aussi à créer des sous-groupes, meet-up, tu vois, en fonction de là où ils habitent pour se voir. Moi, j'ai pu rencontrer aussi des gens quand je vais sur le terrain, voir les associations, je vois les gens aussi en vrai. Mais effectivement, bah, à l'ère d'aujourd'hui, comme tu disais, où on fonctionne quand même dans une société, bah, capitaliste, les réseaux sociaux sont très utiles pour ça. Yes. Mmh. Ouais, carrément. On dit toujours on est la moyenne des gens qu'on fréquente le plus. Donc c'est vrai que parfois quand on peut avoir des découragements au point de vue de tous les efforts qu'il faut faire parfois pour bien faire, être entouré de gens qui sont aussi dans la même mouvance, ça fait vraiment du bien. Donc on va d'ailleurs parler de ton expérience et de toutes ces choses que tu as mises en place. On va peut-être commencer par ton parcours et après on verra tous les moyens de te joindre, de joindre ce mouvement que tu as créé et qui est ô combien précieux. Une des choses que j'aime beaucoup aussi, quand on voit justement toutes les nouvelles pour le moment, c'est pas Jojo, donc je suis d'autant plus contente de te donner la parole, c'est que un arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Donc je crois qu'effectivement, il y a plein d'initiatives, il y a plein de choses, mais qui ont très peu de visibilité. Il faut voir aussi à quoi appartiennent les médias, donc vive les médias libres, qui vont pouvoir mettre en avant ce que les médias traditionnels, qui sont de moins en moins traditionnels, mais de plus en plus privés, ne mettent plus en avant. Qui sont plutôt, en train d'essayer de cliver les gens. Ça, c'est un grand débat à avoir aussi. Allez vous renseigner! S'il y a plein de choses qui vont bien, alors abonnez-vous aux médias positifs, achetez des livres. Il y a un livre super qui dit: «Le monde va bien mieux que ce que vous ne pensez». C'est vrai que les droits humains, attention, c'est jamais on croit toujours que l'évolution, une fois que c'est fait, c'est bon, mais non, la démocratie, on est en train de le voir, ça peut tout à fait faire machine arrière. Les droits humains, tout ça, ça peut à tout moment faire machine arrière si on n'y fait pas attention. Mais il y a quand même une belle évolution. On n'a jamais été, aussi, éthique quelque part. On voit bien la situation pour la femme a fort évolué. Il faut faire attention que ça continue. Il y a certains pays qui ont montré qu'on pouvait faire, demi-tour. Pour les animaux aussi, le bien-être animal n'a jamais été, autant, en focus parce qu'avant, c'est vrai qu'un animal, c'était un animal, tu faisais ce que tu veux, il y avait pas on reconnaissait pas de souffrance, aux poissons, il y en a encore qui pensent qu'ils souffrent pas et cetera. Mais bref, on est vraiment en train d'évoluer de ce côté-là. Donc allez, faut garder l'espoir de tout ce côté-là. Il y a plein de très, très, très belles choses qui se passent et il suffit d'aller s'abonner au réseau d'Émilie pour le voir. Il y a plein de solutions aussi. Ton parcours, donc, on l'a entendu en très bref, forcément, c'était le format bref. Tu as eu donc cette sensibilité, tu as voulu, commencer ton parcours directement, vers cela et puis, comme tu l'as dit, là où ça le reste est intéressant, on est bien d'accord. Mais là où il y a des histoires que j'ai envie de t'entendre raconter, c'est tes premières expériences de terrain. Raconte-moi un petit peu. Bah, alors j'avais, à peine 18 ans. Je suis partie en fait, j'ai pas enfin j'ai fait une année de césure après le bac en fait. J'ai dit non au choix que j'avais sur Parcoursup et je suis partie. J'avais envie de me rendre utile et de découvrir, ce que c'était, la réalité du terrain. Hem et en fait, je me suis retrouvée, en Indonésie. Ma famille on a passé, Noël en famille en Indonésie, donc j'ai eu la chance d'être déposée par ma famille et après ils m'ont laissée là dans la forêt, proche de Balikpapan à Bornéo, donc Bornéo qui est la deuxième plus grosse île du monde, heu, recouverte, plus ou moins de forêts tropicales primaires. Malheureusement, elle souffre beaucoup de la déforestation.
Mais quoi qu'il en soit, j'étais dans cette forêt, dans un lieu, c'est, un écologe en fait, qui a de base un projet pour, la, réhabilitation des orang-outans. Quand on pense à la forêt, tropicale en Asie, on pense aux orang-outans parce que c'est l'animal qui nous ressemble le plus, c'est l'animal sur lequel on a le plus communiqué aussi pour sensibiliser à la déforestation et cetera et c'est génial. Mais du coup, moi, je ne bossais pas avec les orang-outans, je bossais avec une espèce qui souffre justement de ces choix médiatiques, puisque personne ne sait qu'il existe. C'est l'ours malais. C'est le plus petit ours, enfin l'espèce la plus petite des 7 ours, qui existent sur terre. Attention, c'est quand même, imposant, hein, puisque c'est un animal sauvage. Il a des longues griffes de 15-20 centimètres. Il pèse Il arrive combien pour se faire une idée de la taille de ce bazar, hein? Au niveau du poids, je suis pas certaine, mais tu vois, quand il est à 4 pattes, il arrive au niveau du genou, par exemple. Voilà, OK. Oui. Hem et il est très, très agile, il peut se mettre sur ses 2 pieds, il grimpe. En fait, il est aussi appelé, heu, sun bear, donc ours du soleil Mmh. et ours des cocotiers parce qu'il sait très bien grimper aux arbres. Heu, donc il grimpe aux arbres pour aller chercher des fruits, se nourrir et cetera. Il est très mignon, il a le poil ras, il est brun avec un collier blanc, sur son torse et donc je suis allée, aider cette espèce-là qui, souffre en silence. Aujourd'hui, j'espère un petit peu moins parce qu'il y a eu un peu de bruit aussi sur cette espèce. Mais en fait, elle souffre du trafic d'espèces sauvages puisque, bah, en fait, quand des braconniers vont dans la forêt et tombent sur ces ours-là, s'ils tombent sur une mère, ils vont tuer la mère, récupérer le petit. Le Mmh. petit va être vendu pour, être un animal de compagnie, donc c'est un symbole de richesse, hein, pour certaines, En Indonésie ou ailleurs? les 2. Les 2, c'est ça permet de définir son statut social, de dire que tu as des animaux, sauvages, un peu dangereux quoi, comme avoir des tigres, des choses comme ça, donc il est vendu, sur le marché, illégal, hein. Hem, Après il peut être aussi utilisé dans les cirques. Des cirques, pour, tu vois, les ours, ils ont toujours été même chez nous en France, hein, à l'époque, les ours, ils faisaient partie des cirques, on les entraînait et cetera. Donc c'est un petit être qui souffre beaucoup et en plus, de ça, il souffre aussi de la médecine traditionnelle chinoise, puisque, il est emporté dans des fermes à bile. On vient récupérer la bile, directement dans la vésicule biliaire de cet être, pour des médicaments, hein. Mmh. Donc énormément, énormément de souffrance, beaucoup en silence, et surtout du coup, vu que c'est dans le silence, bah, très peu d'argent et de structures, qui aident cette espèce-là. Et donc dans ce centre pour les orang-outans, ils avaient, comme ils ont de la place, ils avaient récupéré des ours. Mais, ils n'avaient pas forcément, le budget et les ressources pour s'en occuper, plus que juste, les maintenir en vie dans des cages, quoi. Et donc moi, je suis allée, en Indonésie avec un Français qui a créé l'association Aider les ours. De base, lui, il fait des documentaires et c'était pendant la réalisation d'un documentaire sur la déforestation justement qu'il a découvert toute cette histoire et cette espèce et qui s'est pris d'amour et il donne toute sa vie pour cette espèce donc je suis sûre qu'il a besoin d'aide si ça dit certains d'entre vous et en fait, ce qu'il a fait, c'est que et ce que moi j'ai aidé à faire, c'est d'entraîner les ours à déjà vivre avec d'autres individus, parce que de base, c'est des animaux qui sont solitaires dans la nature. Sauf que là, l'idée, c'était de les remettre dans des enclos forestiers. Ils peuvent pas être réhabilités dans la nature parce qu'ils mourraient. Ils sauraient pas se nourrir, ou ils sauraient pas se protéger s'il y avait un autre ours qui les attaquerait ou ils iraient voir des humains et donc ils se referaient braconner donc ça sert à rien quoi. Ça a déjà été testé et ça marche pas. La seule manière où ça peut marcher, c'est si tu récupères un très, très jeune, tout petit et que vraiment tu joues la mère de substitution. Tu lui apprends à être dans la forêt et cetera jusqu'à pouvoir le relâcher. Mais donc ça demande un temps, énorme, et c'est très compliqué et puis souvent, on les récupère quand ils sont adultes parce qu'en fait, quand ils sont petits, les gens sont contents de les avoir en animaux de compagnie, mais quand ils se rendent compte que ça devient, un peu encombrant, ils s'en débarrassent et donc l'idée, c'était, pour revenir sur du positif, c'était de les remettre dans des enclos forestiers et donc pour ça, il fallait trouver des individus qui s'entendent bien les uns avec les autres parce qu'on n'avait pas la place de faire un enclos par ours et donc tout le travail, c'était de faire, bon déjà de s'en occuper tous les jours, de les nourrir, nettoyer les cages,
faire de ce qu'on appelle l'enrichissement. Donc, c'est trouver des manières un peu ludiques de les nourrir pour que ça soit pas juste on leur donne la nourriture, ils se nourrissent. Faut que ça prenne du temps pour voilà, en fait, ils Qu'ils s'embêtent apprennent dans à les cages. chercher. Oui, aussi, ouais. Voilà, qu'ils Mmh. apprennent à chercher, les stimuler intellectuellement, etc. Mmh. Et donc on faisait ça et après il y avait tout le travail de sociabilisation. Donc là, c'était vraiment étudier aussi le comportement de ces animaux, donc le côté éthologie, vérifier petit à petit s'ils avaient l'air agressifs les uns envers les autres. Une fois qu'ils s'entendaient bien, qu'on pouvait ouvrir les cages enfin les faire se rencontrer dans les cages, qu'ils étaient habitués. On pouvait les faire se rencontrer dans un enclos test qui était petit, pour, les faire redécouvrir la nature et alors là, c'était du coup le côté hyper joyeux du travail, c'était que, au début, ils étaient craintifs. Parfois, ils osaient même pas sortir de leur cage, tu vois? Ils regardaient un peu comme ça et parce qu'ils connaissent plus la forêt. Ils ont presque vécu que dans des cages et puis au bout d'un moment quand même, ils osent sortir, certains plus vite que d'autres et là, ils découvrent la nature, ils sentent, ils grimpent aux arbres, ils cherchent, ils fouillent dans les troncs morts, dans les feuilles et là, c'est vraiment un bonheur de les voir redevenir sauvages, quoi. Hem et donc voilà, l'idée, c'était qu'on les entraînait petit à petit dans cet enclos pour ensuite pouvoir les relâcher dans un plus grand et moi, je suis restée 3 mois dans cette forêt. Hem, Comme je dis dans le bref, c'était très dur, parce que c'est des conditions difficiles, et encore, je vivais pas en tente, tu vois? Donc mais à 18 ans, tu es toute seule, il fait 100 d'humidité, tu as des moustiques, mais tu tapes des mains, tu tues 10 moustiques, tu vois? Ah Donc c'est vraiment ouais. des conditions de travail, pas faciles. En plus, juste avant d'y aller, moi j'étais arachnophobe et je me Ah suis, ouais. j'ai rencontré une spécialiste qui m'a aidée à ne plus l'être et je me suis dit: «Mais heureusement que j'ai fait ça» parce qu'en fait tous les matins, je passais dans un chemin de forêt, il y avait de nouveau toutes les nouvelles toules d'araignées qui s'étaient faites, dans le chemin donc c'est vraiment Tu particulier t'es désensibilisée et par hypnose ou? en fait, c'était tout simplement, pourtant j'étais très arachnophobe. J'en étais arrivée à un point où j'avais fait des sortes de crises de panique, Ah oui, hallucinations, ouais. tu vois? En Ah sentant une oui. bête sur moi, j'ai vu une araignée et en fait, c'était une fourmi, tu vois? Ce genre de choses. Et donc je me suis dit: «Bon là, ça va plus, j'ai pas envie que ça me pèse pour mon travail» et donc je suis allée voir une spécialiste au muséum d'histoire naturelle. J'ai eu la chance de pouvoir, rencontrer cette, femme Extra. et elle m'a petit à petit, en fait, fait rencontrer les araignées, tu vois? D'abord en parlant, puis en m'en parlant avec des images, puis, en, me montrant, des vidéos, puis en me faisant tenir une mue d'araignée, parce que les araignées muent comme les serpents. Et à la fin de la session, j'ai pu regarder une grosse mygale, sans avoir envie De la de toucher, m'en ouais. approcher plus que ça, Ouais. mais Elle l'a pas glissé dans ton pull, quoi, ouais. non, voilà. Mais en tout cas, il y avait plus de panique, plus de peur et c'est vraiment ce truc d'en Waouh. fait, on a peur de ce qu'on connaît pas. Ouais. Et quand j'ai compris que en fait, c'était pas dangereux, que très peu d'espèces, peuvent nous mordre, en fait, tout simplement parce qu'on a quand même la peau dure comparé à des tout petits crocs d'araignées, donc c'est quand même hyper rare de se faire mordre par des araignées. J'ai plus eu peur, en fait. En Australie, il y en a certaines, il faut quand même mieux éviter Oui. de les croiser, mais En sinon la France, go en tout cas, il n'y a pas de ouais. raison d'avoir, Ouais, peur des ouais, ouais. araignées. Mmh. Et donc voilà, je suis allée un peu dans le détail dans cette expérience avec les ours parce que je pense que alors à la fois elle était dure, mais du coup elle a vraiment forgé, mon caractère parce que vu que c'était dur, ça aurait pu me dégoûter, je pense. J'aurais Qu'est-ce qui pu était être, dur? Donc le climat? alors le climat, les conditions, parce que du coup, en fait, tu t'habilles, tu vois, en long, mais tu transpires toute la journée. Enfin, c'est des petits trucs, mais bon, j'ai 18 ans quand même, faut se remettre Bah dans le oui, contexte. c'est J'ai ça, j'ai hein. grandi en Ouais, ouais, région c'était déjà parisienne, gonflé, même hein. si j'ai Ouais. voyagé, voilà donc et puis c'était dur aussi parce que c'était du travail physique, tu vois, je terminais mes journées, par exemple, en allant couper du bois à la machette pour aller apporter des feuilles, aux ours pour qu'ils puissent se faire un nid le soir parce qu'eux, ils aiment bien se faire des nids dans la nature. Donc nous, on leur construisait des hamacs, par exemple, dans leur cage. Après, on leur donnait des feuilles et comme ça, ils les tapissaient dans leur hamac et ils pouvaient se dorloter le soir et cetera. Mmh. Et en fait, c'était dur aussi socialement parce qu'il y avait pas de groupe de bénévoles avec moi, j'étais la seule. Ah ouais. Heu et donc tu pas vraiment quelqu'un avec qui partager tout ça, tu vois? Donc forcément, je me sentais un peu seule, quoi. Heu, mais j'ai continué, j'ai persévéré parce que je le faisais vraiment pour les ours et à la fin, je me suis dit: «Bon, c'était dur, mais je c'est ça que je veux faire» parce que je me sentais utile
Et puis surtout, pour moi, vraiment, les animaux, c'est les plus grandes victimes de notre société parce qu'ils ont rien demandé, tu vois? Hem et souvent on me dit et en même temps c'est incomparable évidemment que je suis contre toute l'horreur qui se passe dans le monde, dont souffrent les humains. Mais et souvent on me dit: «Ah mais pourquoi tu t'occupes des animaux? Il y a déjà tellement d'humains qui souffrent». Mais je vois pas pourquoi il faudrait, enfin, il faut s'occuper de tous, en fait. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à me dire que les animaux, ils enfin, je me souviens que quand j'étais plus jeune, mais c'était un peu dans mon éco-anxiété que je me disais ça, mais quand ça sera vraiment la merde, je me disais, eh bien, on s'occupera que de nous et c'est normal. Et sauf que du coup, moi, je veux m'assurer qu'on s'occupe un peu d'eux, avant parce qu'après, sinon on pourra plus s'occuper d'eux parce qu'évidemment, c'est normal de s'occuper en premier de son espèce, quoi. Et donc tant que je peux, voilà, j'avais envie de mettre ma vie au service, des espèces sauvages. Bonjour Émilie. D'après toi, quel animal va disparaître en premier si on ne fait rien? Alors c'est pas une question facile, d'abord parce que ça dépend des régions dans le monde, je suis pas spécialiste de tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'espèces qui sont en train de s'éteindre, aujourd'hui même. Et en fait, souvent, c'est des espèces, qui sont pas «sexy» entre guillemets, des espèces, qu'on connaît pas, des petites grenouilles, des serpents, des insectes, ou alors des oiseaux communs qu'on oublie de remarquer. Donc ça arrive tous les jours et c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre en action, dès aujourd'hui. Par exemple, si on regarde l'actualité là en France avec, les différentes tempêtes et les changements de vent en Atlantique, il y a plein de macareux, des très beaux oiseaux marins qui se sont échoués, pour la plupart morts sur notre côte, ouest. Ou alors, si on regarde par exemple au Mexique, ça fait quelques années qu'il y a un tout petit cétacé qui s'appelle le vaquita qui est grandement menacé parce qu'il est le dommage collatéral d'une pêche illégale pour, une partie d'un corps d'un poisson qui vaut très cher en Asie. Donc voilà, il y a pas de réponse, facile, il y a plein d'espèces et il faut vraiment, agir, sur tous les fronts. Ouais, ça me faisait quoi? Tu sais, justement, François Sarano, il s'est associé maintenant avec, je sais plus, Wild Legal, une Oui, je vois association, très qui bien. aide, voilà, qui parle des droits de la nature, qui est quelque chose qu'on n'aurait jamais dû oublier. Moi, je trouve très beau les histoires, hem et c'était pas, voilà, parfois on romance un peu, mais j voilà, j'ai pas envie d'excuser notre espèce, mais je crois quand même ceux qui ne légifèrent plus comme ils le devraient, c'est juste parce qu'on a oublié de mettre dans quelque part les conseils, hein, on va dire, à haute instance, les intérêts de tout le monde, quand c'est plus que les intérêts économiques qui prévalent, beh, forcément les politiques appliquées ne sont plus tout à fait dans l'intérêt des personnes, hein. On le voit avec les pesticides, des associations contre le cancer, même des enfants qui disent: «Mais attendez, les pesticides, faut arrêter» et puis qu'on les réautorise tous, c'est que quelque part, voilà. Mais les droits de la nature avant, ça allait de soi parce que si tu détruisais la nature, bah, tu te détruisais toi-même, c'était visible immédiatement. Donc les tribus indiennes qui donnaient une voix à la rivière hein, dans les décisions, ou aux bisons représentant juste voilà, ils tenaient cela en compte. Il y avait des représentants donc de la nature dans les conseils parce qu'effectivement, c'était leur propre survie qui était en jeu, hein, c'est pas purement philosophique donc c'est vrai que parfois on idéalise, on romantise, mais je me dis: «Ouais, mais eux, ça leur retombait directement sur le nez», donc forcément, il fallait tenir compte du tout, voilà. Nous, on est tellement coupés qu'on se dit: «Bon, ah, si on ne sait plus cultiver ici, on ira prendre ailleurs, enfin, il y aura toujours une solution» et c'est ça qui ne va pas et et c'est vrai qu'il y a un appauvrissement intellectuel, on le voit, hein, moins il y a de diversité, plus les gens sont appauvris intellectuellement. Donc ça, on y perd de ce côté-là, mais plus que ça, on se remarque que cette toile du vivant, tout est en équilibre, et que quand une espèce disparaît, ben c'est pas juste: «Oh, c'est dommage, il y en a une de moins, mais enfin, de toute façon, je l'aurais jamais vue de ma vie, donc c'est pas grave». Si, ça peut être très grave, il y a des déséquilibres qui se font. Il y a du coup des épidémies qui arrivent qui n'auraient pas dû arriver. Il y a beaucoup de choses, donc notre indifférence va nous retomber sur le nez, c'est clair, mais elle est compréhensible à partir du moment où il y a pas de politique, qui est vraiment consciente des enjeux, à partir du moment où on vit dans des boîtes, comme disait, hem, c'est un il était algérien, allez, tu vas m'aider certainement, il vivait de manière excessivement simple, la simplicité volontaire, c'était son truc, Rabhi, Pierre Rabhi. Voilà, qui disait: «On passe nos vies dans des boîtes»,
on est dans une maison, puis on rentre dans une boîte qui roule pour aller travailler dans une boîte, qu'on appelle une boîte d'ailleurs. Après, on sort en boîte pour se défouler. Et c'est vrai qu'il y a des gens, bah, qui peuvent passer presque une semaine sans mettre le pied dans de l'herbe, quoi. C'est absolument fou, mais on en Bah, est c'est là. sûr que on s'est complètement, alors pas tous partout dans le monde, mais nos sociétés, en tout cas Déconnecté, en ouais. France, on s'est déconnecté de la nature complètement. Et du réel, Et finalement. du coup, on oublie justement ce que tu disais, tous ces liens et cette toile Interdépendance. d'araignée en fait Mmh. du vivant, alors qu'en plus c'est passionnant. Et moi, je me suis rendu compte, heu, que par exemple, quand j'ai fait mon bachelor en conservation de la faune et de la flore, du coup, j'avais plein de cours où on parlait d'animaux et ça, mais je peux te dire qu'est-ce que j'étais heureuse de parler d'animaux en classe, en fait, parce que c'est ce qui me passionnait. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, c'est tellement, ça fait partie de nous, je pense. Et j'avais même pas besoin de travailler, que je buvais les paroles de mes profs, en fait. Je m'en souvenais directement. C'est tout ce qui est autour de la nature, des animaux et cetera. Je trouve que c'est quand même une des choses, on a cette certaine facilité tous de se souvenir, mais parce qu'en fait, ça fait partie de nous. Et je trouve ça passionnant, moi, de comprendre comment telle, espèce, en fait, a un rôle hyper important même pour nous, alors qu'on ne la voit pas, qu'elle est minuscule ou qu'elle est même pas, sur notre partie de la planète, tu vois? Ouais. C'est passionnant, je trouve. Mmh. Carrément. Et alors, tu as des petites anecdotes justement de bestioles qui t'ont fait dire: «Waouh!» dans tout ce que tu as appris ou vu après sur le terrain? Bah, forcément, les animaux avec lesquels j'ai pu travailler, heu, par exemple, du coup, après cette expérience en Indonésie, j'ai pu, partir 2 mois en Malaisie pour un projet de conservation des tortues marines. Mmh. Hem Et bah, forcément, les tortues marines, c'est un animal, on va dire, sexy. Tout le monde trouve ça beau, tout le monde communique sur cette espèce-là. Et c'est vrai que c'était incroyable de pouvoir, participer finalement à la protection directe de bébés tortues, en fait, parce que la situation là-bas était que c'est plus le cas aujourd'hui. Le droit justement environnemental a changé, grâce au travail des associations notamment. Et en fait, à l'époque, ils pouvaient, c'était totalement légal de récupérer les œufs sur sa plage. En fait, on avait un système de propriétaires de plage, en fait, qui tournait tous les ans ou tous les quelques années. Et donc toutes les tortues qui pondaient sur sa plage, ça voulait dire que c'était tes œufs. Et donc tu pouvais les laisser si tu voulais, mais tu pouvais les enlever, c'est ce qu'ils faisaient, pour aller les vendre sur le marché, pour la consommation. Et donc nous, ce qu'on faisait avec l'association et ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'on avait, des partenaires locaux, propriétaires de plages, avec qui on s'entendait bien, avec qui l'association avait réussi à créer un lien de confiance. Et ce qui est donc hyper important, hein, de rappeler que les associations, il faut absolument qu'elles soient bien ancrées localement, en fait. Même si Oui. elles sont fondées par, des étrangers, c'est primordial de trouver une manière d'être bien ancré localement, Ouais, c'est parce pour que ça que je c'était travaille avec grâce Graines de à Vie, ouais, parce mmh. qu'eux, ils sont vraiment dans l'ancrage local à fond, ils passent dans les écoles, ils impliquent vraiment la population, oui, c'est hyper important. Bah, c'est comme ça que tu fais changer les choses, quoi. Et par exemple, bon, bah, c'était quelques propriétaires de plage, mais ils avaient réussi à les convaincre de leur vendre à eux les nids de tortues. Donc ça leur faisait, bon, évidemment, hein, c'était pas, ils avaient un intérêt parce que ça leur faisait une vente, assurée. Nous, on rachetait les œufs de tortue et on les avait formés, à comment récupérer les œufs, parce que pour les sortir du sable, il faut les prendre très délicatement, pas les retourner, pour éviter de tuer, le fœtus. Et donc ils nous appelaient quand il y avait des tortues, donc parfois à 3 heures du matin, on se réveille et on se retrouve sur une plage dans le noir avec, une tortue qui pond, et on la laisse tranquille pendant la ponte. Et après, bon, c'est dommage, hein, de devoir retirer les œufs, mais en fait, si on les retire pas pour les mettre sur notre plage à nous, d'autres personnes allaient venir et les braconner, quoi. Donc on fait ça et ça fonctionnait très bien, puisque après, les œufs se développaient normalement dans les nids, dans lesquels on les remettait. Et j'ai pu, bah, participer, on va dire, à la naissance de centaines de petits, tortues, et c'est vrai que, en fait, ce qui est très fort, c'est que déjà le moment où on va les relâcher le soir, c'est très fort parce que, bah, tu vois les instincts naturels de ces petits êtres qui, foncent vers la plage, alors qu'ils viennent juste de sortir du sable, tu vois? Ils connaissent rien. Et et puis aussi, il y a tout ce côté de, après quelques jours, en fait, on allait, excaver les nids
Donc ça voulait dire qu'on se mettait à 4 pattes dans le sable et on creusait, on creusait, on creusait jusqu'à trouver la chambre du nid. Parce qu'en fait, souvent, il y avait des petits plus faibles qui n'avaient pas réussi à sortir, qui étaient coincés sous une branche, un caillou, une racine. Et donc, dans ce cas-là, on récupérait ceux qui étaient encore vivants, on essayait de leur donner une seconde chance, là où normalement, ils n'auraient pas survécu. Mais on se dit que déjà, naturellement, en fait, si je me trompe pas dans les chiffres, parce que ça fait un moment que j'ai pas bossé sur cette espèce, mais tu as un petit dans les nids, pour les tortues vertes, tu as environ 100 bébés par nid. Ça peut être plus, ça peut être jusqu'à 150, ça peut être 80 et cetera, mais on va dire 100. Tu en as 1 sur 100, qui survit. Ça, c'est le rythme normal, on va dire, dans la vie, hors, impact humain. Et en fait, quand tu rajoutes l'impact humain, ça tombe à 1 sur 1000 qui survit. Ah purée. Ah oui, d'accord. Sachant que les tortues, sont matures, pour se reproduire très tard, en fait, tu vois? Donc il y en a que 1 sur 1000 qui va revenir après sur la plage repondre. Et donc c'est essentiel si on arrive à sauver, 3 de plus à chaque nid, ben, peut-être que ça augmente les taux de survie, quoi. Ouais, Et donc les injeux c'est sont vrai dingues, hein. que dans ces moments-là alors, puisque ta question c'était sur une espèce, est-ce qu'une espèce m'a particulièrement touchée? Bon, forcément celle-ci m'a beaucoup touchée, mais c'était aussi, tu vois, il y a une discussion avec l'équipe parce qu'à ce moment-là, du coup, dans cet asso, j'étais pas toute seule, c'était vraiment une équipe de jeunes et ça changeait tout, en fait. Les gens avec qui tu travailles, ça change tout quand même. Et c'était les moments de vie, tu vois? Par exemple, après, je me souviens on avait fait un relâché de petits, donc le soir et on était allés manger ensuite, dehors, dans un petit resto au bord de la route et tous passionnés d'animaux, on s'est tous raconté des anecdotes sur, telle espèce qu'on connaît qui est passionnante et puis on était tous tellement, on avait soif de connaître des nouvelles espèces et des nouvelles anecdotes et c'était vraiment un moment qui m'a beaucoup marquée parce que je me suis dit: «C'est ce genre de gens que je veux autour de moi, quoi, qui s'émerveillent, qui 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 valorise la vie qui nous entoure parce que c'est quand même dingue, l'évolution, ce qu'elle a créé, tu vois? T'as des animaux complètement dingues et je trouve ça magnifique et je trouve que c'était, très fort, ouais, de entre humains, heu, rendre visibles, ces choses-là que souvent les gens, ignorent, quoi. Absolument, waouh! Et tu as travaillé aussi avec des espèces aquatiques. Tu avais pas vu les requins-baleines aussi à un moment? Je sais plus si c'est ton Si, profil. ça Mmh. c'était, alors après les tortues, j'ai été faire en Méditerranée une mission de dépollution. Donc là, c'était moins tourné faune, mais c'était tourné, protection des écosystèmes marins, où moi j'en ai profité pour faire toute mon étude de fin d'année sur la densité et la distribution des macrodéchets qui flottent le long de la Corse, du littoral corse. Et du coup, cette expérience-là, pareil, équipe jeune, hyper dynamique, on se réveille le matin, même si c'est fatigant, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on se réveille et on sait qu'on a de l'impact et ça, c'est vraiment, c'est les moments de ma vie où, ouais, je me suis sentie vraiment le plus, alignée. Voilà. Hem et effectivement, après, mon expérience de terrain suivante, c'était, sur un projet d'écotourisme de requins-baleines. Donc là, c'est un peu différent parce que c'est pas de la conservation pure et dure. Ça fait partie de la conservation parce qu'en fait, grâce à l'écotourisme, le requin-baleine a une valeur économique quand il est vivant plutôt que mort. Donc c'était en Tanzanie, c'était sur une île qui s'appelle Mafia. Alors, il y a pas particulièrement de mafieux, ça s'appelle Mafia. C'est au sud de Zanzibar, Zanzibar que tout le monde connaît et en fait, c'est un peu Zanzibar, il y a 20 ans quoi. Encore hyper sauvage, très peu développé et donc c'est un petit bijou et je pense que c'est notamment parce qu'il y a pas, d'aéroport. Enfin, il y a pas de ligne, directe. Tu es obligé de passer par, le continent, en Tanzanie pour aller, là-bas. Donc je pense que ça aide aussi à le protéger. Et donc là-bas, tu as les requins-baleines qui viennent, toute une période de l'année parce que, tu as, un bloom de plancton. Donc parce qu'il y a des nutriments qui viennent de la rivière et que l'île, elle est entre, la sortie de l'estuaire et le continent. Donc tu as tous les nutriments qui s'amassent à cet endroit-là et ça développe plein de phytoplancton, de zooplancton et cetera. Et c'est pour ça que les requins-baleines viennent puisque c'est, un requin qui se nourrit, de plancton et ce que je disais, c'était que, en fait, cette espèce-là, elle a été beaucoup braconnée, elle l'est encore dans certaines zones, du monde parce qu'en Chine, pour la médecine traditionnelle, on récupère, les branchies
C'est pareil pour les Raimanta et aussi les ailerons. Bah, ça, c'est plus pour, le côté culinaire, hein, la soupe d'aileron qu'on connaît tous. Et donc, bah, là-bas, à Mafia, vu que l'écotourisme se développe, et bien maintenant les locaux n'ont plus vraiment, besoin de tuer, le requin-baleine pour le vendre et en plus risquer, bah, des peines parce que c'est, complètement illégal. Ils peuvent développer, un projet d'écotourisme et ben, vendre des sorties avec les requins-baleines. Mais alors forcément avec ça, il y a beaucoup de dérives et moi j'étais dans un projet qui était, proposé par, un étranger et qui du coup c'était un vrai projet d'écotourisme dans le sens où on faisait un briefing avec les personnes, que, on apprenait comment se mettre dans l'eau pour éviter d'effrayer l'animal, comment se comporter. On savait identifier aussi, nous les guides, quand le requin-baleine en a marre, pour le laisser tranquille. On n'allait pas voir des requins-baleines où il y avait déjà trop de bateaux, qui l'harcelaient, tu vois? Mais c'est vrai que du coup, ben, dans ces projets-là, tu vois aussi, que, bah, les locaux, en même temps, tu vas pas leur interdire de le faire parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Mais, il y a un gros, gros travail à faire de sensibilisation, d'expliquer que c'est essentiel de bien se comporter parce qu'en fait, sinon ça peut les épuiser aussi, même si on les tue pas les requins-baleines, ça peut les empêcher d'avoir des comportements vitaux comme, bah, bien se nourrir, peut-être se reproduire. C'est des espèces qu'on connaît pas très bien encore, tu vois? Donc, faut les protéger et donc voilà, c'est pas la conservation en soi, mais c'est une pratique qui permet de protéger une espèce, de se faire, tuer ou braconner, quoi. Oui, tout à fait. François, on parle aussi, il a le même problème, Ray René aussi, qui est un réalisateur, hein, chez, Thalassa depuis des années aussi. Il va filmer souvent les baleines à bosse, les cachalots avec François Sarano et cetera et il disait que voilà, c'était vraiment un progrès de voir qu'il y a un tourisme autour des baleines, des cachalots, des requins aussi et qui commence à avoir plus de valeur vivants que morts pour les populations locales. Après, c'est vrai qu'il y a toutes ces dérives, mais il faut quand même allez, il faut pas négliger le progrès, voilà, au moins on les laisse vivants. Après, c'est vrai qu'il y a des comportements quand les bateaux foncent comme des malades pour faire le plus d'allers-retours possible avec le plus de touristes possible, que ça rapporte bien et parfois, c'est arrivé, Sea Shepherd avait dénoncé Sweet Girl qui était une baleine extraordinaire qui venait souvent à la rencontre des bateaux, qui s'est fait arracher la mâchoire et qui est morte parce que le bateau est arrivé en fonçant sur elle et il l'a chopée. Il y a quand même beaucoup de collisions avec les baleines aussi, donc voilà, il faut pas faire n'importe quoi, mais voilà, on est en apprentissage et il faut quand même pas négliger le projet parce que ce progrès parce que c'est vrai que, allez, on a vraiment envie que tout se passe bien et voilà, on n'est malheureusement pas dans un monde idéal, mais il faut y tendre et c'est comme ça qu'on progresse et donc c'est vrai que c'est l'écotourisme, même si parfois du coup, il faut être conscient que ça peut harceler l'animal, que au cachalot aussi, il y avait des bébés qui étaient en danger parce que ils étaient presque séparés de leur mère tellement il y a des bateaux partout, trop de bruit, je veux dire, c'était un bruit Mmh. énorme, les bateaux, les moteurs, c'est vraiment des problèmes, la pollution sonore pour les animaux qui ont parfois du mal à se repérer, enfin bon bref, il y a des problèmes mais voilà, on progresse. Bonjour Émilie, pourquoi ne peut-on pas caresser les dauphins? Alors tout d'abord parce que les dauphins sont des animaux sauvages, donc on ne touche pas les animaux sauvages, sauf les personnes, qui sont agréées, qui travaillent pour des centres de soins par exemple et qui ont, le droit et qui savent comment faire. Deuxièmement parce que la règle d'or en plongée, c'est qu'on ne touche rien sous l'eau. Troisièmement, c'est que au nom de la loi, c'est interdit, en tout cas en Polynésie française, de toucher, les dauphins, puisque c'est interdit de modifier le comportement des animaux, sauvages protégés. Et ensuite, il y a des raisons, de protection de l'animal et de bien-être animal, vu que les animaux qui ont été habitués au contact avec les humains vont moins se méfier de tout ce qui est relié aux humains, donc à la fois des bateaux, des hélices. Ils ont plus de risques de rentrer en collision et aussi parce que c'est dangereux pour les humains puisque les dauphins, c'est des gros animaux sauvages qui peuvent avoir des comportements inattendus, et dangereux. Par exemple, il y a eu plusieurs situations où les dauphins ont retiré le détendeur de la bouche des plongeurs, ont tiré sur des palmes et cetera et la plongée, c'est une activité qui est quand même relativement dangereuse et donc voilà, ça peut créer des moments de panique, des moments d'inattention, que ce soit du guide ou des plongeurs et c'est tout simplement, bah, à la fois illégal et dangereux pour les animaux et pour nous-mêmes.
Et donc c'est très important effectivement quand on veut s'intéresser à l'écotourisme de bien choisir ces opérateurs avec qui on va. Même si parfois c'est frustrant parce que les autres vont plus près, mais oui, mais est-ce qu'on veut faire partie du problème ou de la solution? C'est à ce moment-là qu'il y a l'éthique personnelle qui joue. Et puis de voir qu'effectivement, il y a des associations qui sont là-dedans. Donc sur ceux que ça intéresse, eh ben, elles sont répertoriées sur un très chouette, site que tu as créé, dont on va parler dans un instant. Mais, si tu je ne sais pas, après les requins, baleines, qu'est-ce que tu as encore Après fait comme expérience de terrain? après pour mes autres expériences de terrain, peut-être juste pour revenir sur l'écotourisme, effectivement, je Oui. disais qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire auprès des opérateurs locaux, mais c'est aussi notre responsabilité à chacun en tant que touriste qui allons quelque part pour, heu, «consommer» entre guillemets la nature, hein. On y va parce qu'on a envie de voir, telle espèce et cetera. Il faut le faire, en pleine conscience. Il faut se renseigner en amont sur, les comportements si on peut. Essayer de trouver des prestataires, qui ont des briefings, d'éthique, qui font attention, et pour ça aussi, pour savoir comment repérer des green flags ou des red flags, il y a plusieurs quand même créatrices de contenu aujourd'hui, qui font plein de posts et qui sensibilisent sur ces sujets-là. Donc il y a vraiment plus d'excuses, hein, faut prendre un peu le temps de se renseigner avant de partir en voyage, mais ça se trouve maintenant et si vous ne trouvez pas, une solution peut être effectivement de contacter des assos locales puisque là où il y a des animaux qui viennent et là où il y a de l'écotourisme, il y a forcément des associations, des scientifiques qui bossent sur ces espèces-là et donc ces personnes-là sont des personnes ressources qui peuvent vous rediriger vers les bons prestataires. Donc voilà un Exact. peu une solution concrète. Puis souvent, il y a des labels qui existent, hein, qui ont été créés, donc il faut un petit peu se renseigner, mais c'est pas si compliqué. On va me dire, il faut pas faire des devoirs pendant des soirs et des soirs pour préparer son voyage, avant de trouver l'information. Il suffit juste de la Oui, chercher un c'est petit peu. sûr. Mmh. C'est clair et après, du coup, la Tanzanie, j'ai fait 2 expériences pro, mais alors là, j'étais plus sur le terrain. C'était, en plaidoyer à Surfrider, donc aussi sur, Mmh. les sujets de pollution plastique Mmh. et sur le trafic d'espèces sauvages à WWF et là, pour le coup, c'était vraiment, le stage, de mes rêves dans la structure de mes rêves, sur la thématique de mes rêves à l'époque. Et en fait, alors je suis très fière de l'avoir fait et c'est encore un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait, toutes mes expériences avec les animaux, ils étaient tous victimes de trafic d'espèces sauvages et c'est vraiment un sujet que très peu de gens, connaissent. On en parle très peu. Ça commence petit à petit, parfois on voit sur les réseaux sociaux. L'OFB, c'est l'Office française de la biodiversité, c'est un peu la police de l'environnement qui parle de saisie d'animaux, récemment. Là, il y a eu un caracal qui a été récupéré en France. Et sauf que c'est vraiment un gros, gros sujet et juste si je peux, parce qu'on parlait des réseaux sociaux et parce que moi je suis sur les réseaux sociaux, on parlait de communauté. Les réseaux sociaux participent à ce trafic en fait, et parfois, sans vous en rendre compte, peut-être que vous allez liker, envoyer à un proche une vidéo que vous trouvez mignonne, par exemple d'un petit singe, qui se fait soi-disant sauver ou, qui, est habillé, ce genre de choses. Tout ça, c'est des comptes qui, exploitent des animaux qui ont été retirés de leur environnement naturel, Mmh. et qui les exploitent pour du like, du buzz et donc de l'argent. Et sur ce sujet-là, je vous recommande de vous rapprocher de l'association Réseau Sauvage, qui est en train de créer toute une plateforme, justement pour signaler ce genre de posts, donc voilà, il Ah, faut génial. vraiment tous, s'engager pour éviter de promouvoir ce genre de choses. Et réseaux sauvages, on les trouve sur Insta? Oui, sur Insta, ouais, Singulier, pluriel? Réseaux sauvages pour les trouver facilement? pluriel. D'accord, je les mettrai en lien dans l'épisode, comme ça on pourra les suivre facilement. Voilà une bonne adresse. Hem, tes autres expériences, on a fait le tour là Ouais, du coup, ou? c'était en bureau là, pour ces 2-là, mais après Mmh. je suis retournée sur le terrain, pour faire mon premier tour des assos et c'était en France. Tour de France des assos en van aménagé, en solo. Je suis partie faire des reportages sur YouTube sur les associations que j'ai rencontrées, une quinzaine il me semble, et c'est là que j'ai commencé à interviewer les gens sur leur parcours, hem et sur les métiers. Parce que, bah, comme je disais au début, moi j'ai pas mal galéré à m'orienter, il y a très peu d'informations disponibles. Alors aujourd'hui du coup ça va, parce que j'ai créé un annuaire d'orientation et parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui commencent à en parler. Hem, mais ça me tenait vraiment à cœur, en fait, de rendre ces infos accessibles puisque comme tu disais, je crois fermement que plus on sera à s'engager, plus on y arrivera.
Aussi, toute Hem, petite parenthèse à ce niveau-là, c'est vrai que parfois on se dit: «Ouais, mais il y a tellement à faire, que tu veux que je fasse?» Mais choisis là où ton cœur bat, choisis l'animal qui te parle, choisis la cause qui te parle, que ce soit, la pollution, la déforestation, les ours, les baleines, les n'importe, les moustiques si tu veux, donc celui-là, pas trop quand même, mais mais il en faut, il en faut! Mais il suffit de choisir un truc là où on est naturellement porté et parce que c'est là que tu auras le plus d'énergie le plus longtemps et donc voilà, mmh si mh. on s'y met Ouais, chacun, c'est voilà, clair. on n'est pas tout seul quoi, on est plein d'humains donc si chacun choisit un truc à Ouais, défendre, c'est c'est ça. déjà génial, voilà. Et puis c'est comme dans la nature, la biodiversité, il faut une diversité de compétences, en fait. Mmh. Et c'est ça que j'essaie de montrer, c'est que dans les associations, tu as, bah, oui, tu as des biologistes, tu as des, spécialistes, d'un groupe d'espèces, type, ornithologue, et ce genre de choses. Mais tu as aussi, des, communicants, tu Voilà, as, des gens qui font, bah, du droit, tu vois? Comme, Marie avec Wild Legal, exact. Marine, pardon. Et tu as, des politiciens aussi qui s'engagent et qui essaient de faire changer, enfin, il faut de tout. Et donc effectivement, si tu sais pas par où commencer, demande-toi qu'est-ce que tu aimes faire de base et puis applique-le à la cause de la conservation de la nature. Et ça peut être aussi si finalement tu veux pas changer, tu veux pas en faire ta carrière, eh bien, quand tu pars faire, des aventures, tu peux tout à fait t'engager, auprès d'associations là où tu vas pour les soutenir, les aider, qu'il y a vraiment plein de manières de s'engager, c'est ce que j'essaye de montrer. Et c'est ce qui m donc c'était aussi l'objectif de mon Tour de France. Heu, Tour de France que j'ai pu, ensuite, on va dire, transformer en une saison 2 en tour des associations de Polynésie, là, j'en reviens. Mmh. Et peut-être, qui sait, une prochaine saison, autre part, en outre-mer. Génial et donc ça, on peut le retrouver sur ta chaîne YouTube? Pour le Tour de France, c'était des formats YouTube. Mmh. La Polynésie, c'était beaucoup sur, Dis-nous TikTok, quand même, c'est quoi ta Instagram. chaîne YouTube qu'on puisse la retrouver? Eh bien, c'est Émilie Priou, vous pouvez taper aussi Conservation Journey. En tapant D'accord, l'un ou l'autre, vous devrez tomber dessus. super. Je mettrai aussi en lien. Voilà, comme ça c'est déjà fait. Je te laisse continuer. Et oui, du coup, pour la Polynésie, c'était plus, des formats courts, des formats en carrousel, donc des photos qui présentent, les parcours des gens que j'ai pu rencontrer. Et je vois en fait qu'il y a de l'intérêt parce qu'aujourd'hui, j'ai 62 000 personnes qui me suivent. Tous les jours, je reçois des messages de gens qui sont un peu perdus, qui veulent mes conseils, ou des retours de gens qui me disent: «Grâce à tes ressources, j'ai trouvé un job, j'ai trouvé un bénévolat». Enfin, je sens que ça aide, et c'est ça vraiment qui fait que je me sens, ben, alignée et heureuse, dans mon travail, quoi. Génial et donc ta plateforme, on la trouve, et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors la plateforme s'appelle Conservation Journey. Mmh. Hem, donc le chemin vers la conservation, quoi. Et on y trouve 2 outils phares. En fait, c'est à la fois un site qui va vous aider à vous engager. Donc il y a une carte interactive qui recense 1000 associations dans le monde. C'est, un annuaire, donc il y a les infos clés des assos, il y a des tags, l'adresse email, une petite description, et cetera. Et ça, c'est utile pour, faire gagner du temps de recherche quand on essaie de rentrer en contact avec les porteurs des projets. Pourquoi j'ai développé ça? Parce qu'en fait, quand on veut faire du volontariat, souvent, il y a des organismes, payants, parce que c'est des organismes, intermédiaires, donc c'est normal, il faut bien des modèles économiques. Mais parfois, c'est vraiment exorbitant. Et sauf Ouais. que quand on étudie dans ce domaine et qu'on veut en faire son métier, on ne peut pas se permettre, toute sa vie de payer pour travailler. Donc moi, la solution que j'ai trouvée, c'est d'être en lien directement avec les associations et de voir avec elles si elles ont besoin de moi, de mes compétences, au moment où je suis disponible. Et si on envoie à suffisamment de structures, et qu'on est suffisamment ouvert en termes d'espèces, de régions du monde, et cetera, on va forcément trouver une asso qui sera très preneur de nos compétences, et avec qui, du coup, on pourra négocier d'être nourri, logé en échange de son travail. D'accord, ouais, parce que c'est vrai que parfois il y a Du des troc, quoi. prix qui sont vraiment mais tellement dingos, tu te dis: «Mais c'était une arnaque» ou ils essaient Mmh. vraiment de lever des fonds. Enfin, parfois on se pose vraiment des questions donc tout ça tu as Bah, décortiqué alors? Pour alors, faciliter c'est la pas recherche? c'est pas toujours négatif de payer, ça veut pas toujours Mmh. dire que le projet n'est pas bon, Mmh. mais il faut se renseigner. C'est-à-dire qu'effectivement, le volontariat, bah, vu qu'il y a des gens qui étaient prêts à payer, les assos ont de plus en plus développé ça parce qu'elles ont besoin de fonds, donc ça, c'est sûr. Oui. Après, il y a des situations dans lesquelles c'est OK de payer et d'autres où ça l'est moins.
Et pour ça, j'ai essayé un peu de faire des posts sur les réseaux sociaux qui décortiquent pour savoir un peu, tu vois, comme les green flags, red flags. Bon, bah, dans quel cas c'est OK de payer? C'est un peu se demander, bah, est-ce qu'on a de l'expérience? Est-ce qu'on est utile pour cette structure? Ou est-ce que c'est vraiment plutôt nous qui avons besoin d'elle parce qu'on veut se rendre utile? Est-ce que on a des diplômes dans ce domaine-là? Si on vient, on n'a jamais fait d'expérience, on n'y connaît rien, et cetera, ben, on va devoir être formé sur place. Donc c'est aussi normal que l'association, y retrouve son compte parce que c'est du temps, en fait, de former les gens. C'est aussi pour ça que je recommande aux gens de partir, quand même minimum un mois, en fait, parce que sinon le temps qu'on te forme, tu as pas Oui. vraiment été utile sur place, quoi. Mmh. Hem et après, il faut regarder aussi le prix. Est-ce que c'est exorbitant ou est-ce que ça correspond plus ou moins au niveau de vie, au prix de la vie sur place, tu vois? Mmh. Parce que parfois, bah, effectivement, il faut quand même faire venir de la nourriture jusqu'au camp, par exemple, ou ce genre de choses et ça a un coût et il y a pas de raison que les volontaires, ne couvrent pas ces coûts-là, sachant que les structures, bah, en fonction des pays, elles ont pas d'aide du gouvernement, elles galèrent vraiment, elles ont très peu de fonds donc c'est pas noir ou blanc, tu vois? Effectivement, faut encore une fois faire des recherches, hein. De toute façon, faut toujours un peu se renseigner, hein, dans le domaine de l'environnement. Il faut pas foncer quelque part tête baissée. Aussi, avant de s'engager dans une asso, moi, je recommande de contacter d'anciens bénévoles parce que, ben, les structures qui sont fragiles, parce qu'économiquement, les structures environnementales sont fragiles, eh bien, il peut quand même y avoir, des problèmes managérials. Enfin, déjà même dans des structures, tu vois, des startups à Paris, tu as des problèmes managériels donc l'humain peut toujours apporter des problèmes et donc pour limiter la casse, j'ai envie de dire, c'est important de parler à d'anciens bénévoles pour voir s'il y a pas eu de mauvaise surprise, si les conditions sur place sont bien comme décrit et cetera, quoi. Et c'est pour ça que justement j'essaie de fédérer toute une communauté. Moi, parfois, on me fait des retours où on va me dire: «Ah bah, c'était génial dans cet asso», bah, tant mieux, où on va me dire: «Bah, alors là, un peu désillusion sur tel et tel point». Moi, je regroupe un peu ces commentaires, comme ça les gens peuvent, se renseigner avant d'y aller. Et aussi, j'ai du coup le forum Discord où les gens, peuvent, bah, parler les uns avec les autres, mettre un message pour demander: «Ah, est-ce que quelqu'un a déjà été dans cet asso? Qu'est-ce que vous en avez pensé?» Et après sinon pour trouver d'anciens bénévoles, moi ce que je faisais, c'était que souvent, c'est les bénévoles qui vont faire la communication de l'asso. Donc sur Instagram, on peut retrouver souvent ils se taguent parce qu'ils veulent un peu de reconnaissance, tu vois? Donc tu peux retrouver dans les tags les gens qui ont été bénévoles, envoyer un message, utiliser LinkedIn aussi en mettant le nom de l'association. Après on peut trouver les gens qui vont travailler là-bas. Mmh. Voilà, ça c'est des petites, techniques pour aller trouver d'anciens bénévoles et demander leur retour d'expérience. D'accord. Et pour rejoindre tes communautés Discord, alors on fait comment? Alors tout est accessible soit via le lien qui est dans ma bio sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, soit sur mon site directement, Conservation Journey. Mmh. Le forum Discord, il est accessible sur la page d'accueil et sur la page «S'orienter», je crois. Oui, parce que du coup, il y a tout l'aspect comment s'engager sur mon site avec cette carte, mais il y a aussi tout l'aspect comment, travailler dans ce domaine, comment s'orienter. Quelles études faire, quel métier existe et cetera. Et donc j'ai créé un annuaire d'orientation avec toutes les formations, dans le domaine de l'environnement et du coup, ça vient en complément de mon podcast, de mes vidéos YouTube et des réseaux sociaux qui mettent en avant différents parcours pour essayer de montrer aux gens les types de métiers qui existent et les différents parcours que les clients ont suivis pour y arriver. Tiens, c'est bizarre, le son a changé. Bouger un petit peu ça, ça va se rééclaircir. Ah mais c'est ouais, c'est vraiment un travail important, je pense, ça tu me fais un peu penser aussi à, je profite pour le rementionner, le, Low Tech Lab de Corentin de Châtellperon, qui lui, recense toutes les, technologies low tech que qu'on peut faire, Mmh. en do it Ah oui, je yourself, vois en très bien. Ils ont une voilà. émission Arte d'ailleurs. Exactement. Ouais, 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 je C'est l'avais génial. interviewé et le donc rassembler comme ça, des rassembleurs comme vous, c'est super important pour dire: «Bah, tiens, il y a moyen de faire comme ça, il y a moyen de faire comme ça. Tu veux le schéma pour faire ton propre four solaire ou pour isoler autrement? Bah, tiens, voilà, il y a tout qui est là en open source» et donc voilà et toi aussi, tu es en train de rassembler. C'est vraiment, vraiment important donc bravo pour ce travail. C'est pour ça que je suis si Merci. contente de t'accueillir. C'est un travail, on se rend pas compte, mais c'est énorme et c'est bien qu'il y ait une communauté qui soit là aussi maintenant pour, alimenter et continuer à faire, vivre et grandir tout ça. Comme ça, ceux qui ont dit: «Ah, j'aimerais bien faire quelque chose, mais je sais pas quoi», eh bien voilà, vas-y! Il y a des C'est ça. ressources, c'est bon. Je termine toujours avec les mêmes questions.
Je voulais savoir, quel était pour toi, l'échec le plus formateur que tu aies eu? Hem, L'échec, je pense que c'est mon tout premier échec, en tout cas que je me souvienne. C'était, j'étais au lycée justement et alors j'avais déjà, compris que je voulais travailler dans la conservation des espèces sauvages. Mais alors j'étais complètement perdue, parce que j'avais pas fait un bac, scientifique et donc je pouvais pas faire de biologie et je ne savais pas quoi choisir pour mon orientation et cetera et en fait, par miracle, mon école, mon lycée avait un partenariat avec, une université américaine, et donc je me suis dit: «Bon, bah, quitte à ne pas savoir ce que je veux faire, je vais pourquoi pas aller aux États-Unis, quoi?» Et donc je regarde les formations que cette école propose et c'est là que je découvre la formation de Wildlife Conservation, donc conservation de la faune et de la flore sauvage. Mmh. Et alors là, vraiment, mais le déclic énorme, le soulagement de me dire: «Mais ça existe!» Genre ça existe, genre à l'école, tu peux apprendre des trucs sur les animaux et tout, quoi. C'était impensable pour moi et personne m'en avait parlé. Donc déjà le bonheur de découvrir ça et donc je postule, je passe tous les rounds, je suis finaliste et en fait, il y a qu'une place et finalement, je ne suis pas prise. Et alors là, c'est vraiment mon monde qui s'effondre, je me souviens encore très bien de quand on me l'a dit, je trouvais que c'était injuste, j'ai pleuré, je me disais: «Mais si j'ai pas ça, je vais il y a rien d'autre qui m'intéresse» parce qu'à partir du moment où j'avais découvert ces études, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est ça ou rien, quoi». Et donc vraiment, j'étais au fond du trou, donc gros échec et je pense que c'est aussi du coup l'échec qui m'a le plus formée parce que derrière, je me suis relevée et j'ai trouvé des solutions et j'ai complètement réussi puisque, bah, l'année d'après, j'étais sur le terrain en train de faire la conservation de la faune et celle encore d'après, j'étais en bachelor de conservation de la faune et de la flore, finalement en Angleterre, tu vois? Donc, Mmh. c'est un échec qui sur le moment, j'ai senti mon monde s'écrouler et finalement m'a guidée et m'a permis de d'atterrir sur mon droit chemin, quoi. En plus, ce qui est bien, c'est que maintenant tu peux mettre des poteaux indicateurs pour les autres. C'est ça et en fait, c'était vraiment l'échec aussi qui m'a fait aujourd'hui, enfin, il y a une phrase qui me suit, je pense, depuis cet échec, qui est qu'en fait, il y a toujours des solutions. Mais toujours. Exactement. Et donc le succès dont tu es la plus fière? Le succès dont je suis la plus fière, alors ça, c'est peut-être un peu plus difficile. Hem, Comme je dis toujours, ça dépend de ce que c'est là, du coup, la définition du succès, et c'est ça qui est intéressant. ouais, c'est vrai, ben, je pense que je suis quand même, je suis très fière d'avoir persévéré sur les réseaux sociaux parce que faut quand même savoir que ma toute première vidéo, je l'ai sortie en 2020 pendant le covid. Mon logo Conservation Journey, tout ce concept, je l'ai créé en 2020 en sortant de mon bachelor, en plein confinement et ça a commencé à vraiment bien prendre, l'année dernière, en fait et donc c'est cette persévérance que j'ai, et donc je dirais le succès, d'avoir réussi à créer et à fédérer sur les réseaux sociaux toute une communauté de personnes engagées, bienveillantes, qui veulent, sauver, les espèces sauvages, quoi. Ça, c'est Mmh. vraiment un gros succès pour moi et j'en suis très fière. Eh bien, tu peux. Mmh. Est-ce qu'il y a une citation qui te porte? Alors oui, bon effectivement, il y a la phrase, le motto, «Il y a toujours des solutions», mais alors un autre qui est avec moi depuis que me suis rendu compte de l'impact des humains, tu vois? Depuis les tout débuts de mon engagement, c'est, «Sois le changement que be the change you want to see in the world», donc sois le changement que tu veux voir dans le monde. Parce De qu'en fait, Gandhi, si je me changer le trompe, monde, non? ça commence par soi. C'est possible, ouais, Gandhi. Alors Gandhi, le personnage en lui-même, je n'ai pas forcément d'avis particulier, mais cette Mmh, phrase-là, en tout cas, je la trouve très forte parce que en carrément. fait, si on ne se change pas nous-mêmes, comment on peut prétendre vouloir avoir un impact sur le monde, quoi? Ah bah, c'est la phrase qui a fait, fonder l'ONG que je soutiens. Son fondateur est tombé sur cette grosse phrase, à Bruxelles, à un grand panneau, qui était juste là pour, cacher des travaux, tu vois? Et il revenait de Madagascar où il avait été très déçu par la déforestation et puis il s'est dit: «Ah bah oui, en fait, je suis déçu, mais je peux en faire quelque chose, quoi» et c'est comme ça qu'il a créé l'ONG Graines de Vie Mmh. que je soutiens avec le C'est podcast fou, donc hein? ouais, ouais, C'est ouais. fou qu'une phrase puisse, créer Mettre tant en d'engagement, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, c'est quand même une phrase Ouais, très connue. ouais, ouais, ouais. Elle est trop, trop belle. Ah génial. Est-ce que tu as envie de faire un petit coucou à certaines associations que tu as vues sur ton chemin? Qu Ça a duré combien de temps encore ta boucle des assos là, en France? Alors en France, c'était un gros mois.
c'était un tour de France, plutôt un tour du littoral français, on va dire. J'ai pas fait toute la France et là, la Polynésie, c'était 3 mois parce que aussi, bon, c'est tellement loin que j'avais envie de prendre le temps de me rendre utile sur place, de vivre et de voilà, de pas faire ça rapidement. Mmh et donc 3 mois et en Polynésie, du coup, j'ai pu voir plus d'une vingtaine d'associations. Alors c'est difficile de choisir, c'est difficile que tu me dises ça parce que moi, j'en connais plein, je suis en lien avec beaucoup d'associations donc tout ce que je peux franchement vous dire, c'est que à la fois sur ma carte, mais même sur mes réseaux sociaux, j'en mets en avant tous les jours des associations. Heu Génial. et donc il y en a forcément une qui va résonner en vous et que vous allez pouvoir soutenir, soit en likant les posts, en les suivant, en partageant à vos proches, en signant des pétitions, en faisant des dons, en allant à des chantiers bénévoles, en vous rendant utile, directement, chez eux ou peut-être en travaillant même chez eux si ils embauchent et que vous travaillez dans ce domaine-là. Voilà, donc surtout, c'est vrai que le bête, enfin, bête, like ou abonnement sur les réseaux, c'est vrai que quand ils doivent approcher des partenaires, que les partenaires, bah, ils vont regarder s'ils ont des followers, si ceci, si cela. Il y a rien à faire. Les gens, ils soutiennent, mais ils aimeraient bien du coup avoir de la visibilité en échange. Donc ne sous-estimez absolument pas, les likes et les abonnements à des assos sur les réseaux, c'est super important. Il faut aussi savoir que, pour vous représenter, les assos ont besoin d'adhérents et qu'il y a beaucoup d'assos, pour 1 €, on peut adhérer, quoi, et ça donne déjà du poids quand ils viennent avec des revendications vers, des décideurs. Donc franchement, 1 €, je crois qu'on peut se permettre de dépenser 1 € par an, hein, donc n'hésitez pas à en soutenir celle que vous voulez, plusieurs si vous voulez, mais c'est rien du tout et ça a un poids énorme. Donc montrez qu'ils sont pas seuls, montrez que c'est pas 10 personnes un peu illuminées dans un coin, et ça, c'est tous des moyens très, très, très simples de le faire sans perdre de temps et à très moindre coût. Donc voilà, faut pas hésiter et puis en plus, si vous voulez vivre une aventure qui a du sens et dont vous retirerez certainement, quelque chose à vie, ben voilà, Émilie a plein de bonnes adresses donc suivez-la sur Insta, Émilie Priou et puis, n'hésitez pas à aller voir son Linktree dans sa bio pour la retrouver un peu partout aussi. Je mettrai donc les liens dans les notes de l'épisode et ton podcast, on n'en a pas encore parlé. Tu as un podcast aussi? Oui, c'est vrai, j'ai un podcast. Alors, c'est beaucoup, en fait, ce que je fais, c'est que j'invite des personnes, en live sur le Discord pour qu'ils parlent, de leur parcours, de leur métier. Et donc le live permet à ceux qui sont disponibles pendant le live de poser leurs questions, donc c'est quand même chouette. Et Mmh. derrière cet enregistrement-là, je le publie en podcast, donc il s'appelle Conservation Journée, encore une fois. À C'est pas retrouver très sur, original, mais au moins on s'y ah retrouve, hein. voilà, à retrouver sur toutes les plateformes, gratuitement aussi disponible sur Spotify et YouTube, hein. Hem, donc ouais, c'est un podcast qui est rempli de ressources, en fait. Les personnes qui parlent de leur parcours de vie, c'est toujours rempli de conseils, c'est inspirant aussi, pour, se rendre compte que, bah, même si, par exemple, vous êtes déjà dans un certain domaine et que vous rêvez de vous réorienter, ça peut aussi vous inspirer à vous rendre compte qu'en fait, ben, vous avez des compétences utiles qui peuvent être transférables, à la conservation de la nature et qu'il faut peut-être juste, faire une formation en plus, de remise à niveau ou rencontrer les bonnes personnes, s'engager et cetera. Donc c'est vraiment, une ressource chouette ce podcast et peut-être juste que je voulais rajouter aussi parce qu'on là on parle beaucoup, aux individus, mais je me dis peut-être que, dans les gens qui écoutent ton podcast, il y en a qui sont entrepreneurs, sont chefs d'entreprise ou ce genre de choses, ou même, en tant que salarié dans son entreprise, on peut, engager son entreprise pour la biodiversité et c'est même, absolument vital, j'ai envie de dire, puisque toute structure et tout humain dépend de la nature. Et donc pour ça aussi, il y a plein de ressources qui existent, pour les entreprises. Il y a un site qui s'appelle, Entreprises, et biodiversité de l'association OREE, OREE. Moi, je suis, aussi dans un groupe de travail, qui, porte plein de fondations et de fonds qui sont dédiés à la biodiversité, qui essayent de fédérer d'autres acteurs économiques pour la biodiversité. Il y a plein de choses qui existent déjà, qui sont mis en place, plein de personnes ressources. Donc, aussi, si jamais des gens qui nous écoutent, ont envie de faire quelque chose au niveau de leur entreprise, hésitez pas à me contacter. Je pourrais, vous mettre en lien avec des les bonnes personnes. Tu as bien fait de rajouter ça.
Ah bah écoute, c'est très inspirant de parler avec toi, Émilie. C'est plein de bonnes idées, c'est très enthousiasmant et j'espère que bah, ça va enthousiasmer certaines personnes qui nous écoutent, qui vont peut-être bah, se dire bah tiens, finalement, j'ai toujours hésité à faire une aventure, je savais pas trop quoi, et ben pourquoi pas se lancer comme ça. Si vous aimez les animaux, si vous aimez vous rendre utile, je retiens des jolis mots de cet entretien, alignement. Je t'ai beaucoup entendu le dire et c'est vrai que c'est tellement important. Il y a tellement de gens qui tombent dans des burn-out parce qu'ils voient plus de ils sont dans des bullshit jobs, comme on dit, où on voit pas très bien ils sentent qu'ils font tous les jours partie plutôt du problème que des solutions. Et donc, c'est pour montrer, il y a moyen de faire des choses. On vous demande pas de réinventer toute votre vie si vous voulez le faire, il y a pas de souci. Mais aussi moyen de faire des vacances inoubliables, mais autrement qu'avec un cocktail sur une plage et qui vont être, enfin, je crois que ça parlera beaucoup à ma communauté qui est pas trop, doigts de pied en éventail, cocktail sur une plage en général. Donc, merci pour ton temps ce matin, Émilie. Donc, je le répète, mais c'est vraiment important. Il y aura tous les liens dans les notes de l'épisode et franchement, c'est très facile à trouver aussi sur Insta avec tous les liens aussi. Et il y a vraiment de belles choses à faire qui donnent d'espoir pour qu'effectivement, demain soit un petit peu mieux que ce qu'on nous propose dans les médias principaux. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a plein de choses qui se passent qui sont jamais médiatisées et donc le monde va peut-être bien mieux que ce que nous montre et donc il faut juste trouver les bonnes personnes pour vous montrer ce qui se passe de bien. Voilà. Merci beaucoup à toi de mettre en avant tous ces parcours et ces histoires positives parce que ça fait du bien à tout le monde. Donc merci et puis j'ai passé un super moment avec toi. Ah merci Émilie. Ah bah au plaisir. Au revoir. Je ne peux que vous encourager à suivre Émilie sur ses réseaux et à découvrir son travail car comme elle le dit, si on s'y met tous, c'est clair qu'on va réussir à protéger la faune sauvage avant qu'elle ne disparaisse. Dans les notes de l'épisode, je te mettrai tous les liens vers Émilie, vers sa plateforme et toutes les autres choses sympas mentionnées pendant notre discussion. Et sur la page de l'épisode sur notre site web, tu trouveras d'autres ressources encore pour mieux connaître Émilie, son parcours et ses bonnes idées. Si vous voulez soutenir Storylific, je suis à présent sur la plateforme Ko-fi, ko-fi.com/storylific, où pour le prix d'un café, vous pouvez m'envoyer votre soutien et apporter votre pierre à ce projet qui n'a d'autre ambition que de vous donner des outils pour oser vivre vos rêves. Comme toujours, je termine en vous demandant de faire un petit geste tout simple qui fait vraiment un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation avec la formidable équipe de l'ONG Graines de Vie. Donc si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en autour de vous, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Et si vous êtes semeur d'étoiles, vous pouvez en laisser à ce podcast sur votre plateforme d'écoute, ainsi qu'un petit commentaire sympa, cela aide énormément le podcast à se faire découvrir par d'autres. C'est gratuit et vous continuez ainsi à propager ces discussions qui nous font avancer vers des futurs dans lesquels on a envie de mordre à pleines dents. Merci pour votre écoute et à bientôt. 2 vétérinaires qui allaient toujours... mon micro qui se barre, c'est gentil, mais j'ai besoin de toi. Ah, c'est ça le problème en fait. C'est le pied carrément qui se casse la gueule. C'est pour ça qu'il descend tout le temps, ok. Quand je te dis que j'étais à la bourre aujourd'hui. Le carnage. Je t'explique même pas tout ce qui est tombé. Tout va bien.